Je boucle mes bagages. Mais cette fois, c'est pour faire le chemin en sens inverse, pour rentrer en France. Je me plante devant ces énormes valises, mains sur les hanches, à les fixer pour essayer de me rendre compte qu'ils contiennent les 2 années passées à vivre ici, à accumuler des souvenirs, et que je dois repartir sans savoir quand je reviendrai. 3 mois se sont écoulés depuis que je suis rentrée, le cœur rempli de joie de retrouver ces paysages et mes proches. ولك ماشي عكس 3 mois que je dégaine mon micro à toutes les occasions possibles, avec comme une sorte d'urgence de récolter tous les sons et les témoignages que je veux ramener et faire écouter en France. Alors chargée comme une mule avec ces bagages aussi lourds que ma peine de devoir partir, je dégaine mon micro une dernière fois pour traverser les rues de Ramallah et retrouver Tarek. مع الدخان لف Il a suivi toute la progression du podcast, alors c'est l'heure du bilan. Yallah, je t'emmène. Ces bruits vont me manquer. Vous savez, c'est précisément ce moment juste avant de partir où chaque bruit, chaque odeur est encore plus intense et où on regrette de s'y être habitué au point de ne plus y prêter attention. Mais je me dis que je préfère me concentrer sur ce moment avec Tarek. Je ne l'ai pas prévenu que j'allais venir. J'ai décidé de débarquer à l'improviste comme je l'ai toujours fait. Je ne veux pas que ce jour de départ sans retour soit spécial. Alors quand il me voit débouler en nage avec mes énormes bagages, il court pour venir m'aider. On traîne mes boulets à l'intérieur de la cour ensoleillée de cette maison traditionnelle que je connais bien maintenant. Il ne pose pas de questions sur mes bagages. Visiblement, lui aussi préfère ignorer que l'heure de mon départ approche. Mais il a bien compris que j'étais là pour attendre le taxi avec lui. Tarek a ce rare don de l'intelligence des gens. Alors il ne pose pas de questions et on parle d'autre chose. كثير شمس صح؟ Comme vous devez sûrement le percevoir simplement avec sa voix, Tarek est une force tranquille. Le genre de gars qui n'a pas besoin de parler fort pour qu'on l'écoute. Il a l'air un peu sérieux comme ça, mais quand je lui demande comment ça va, il me répond que والله الحياة حلوة كله تمام فيش مشاكل ça va. vous avez entendu son sourire en coin. Tarek me répond que franchement, la vie est belle, tout va bien, sans aucun souci. Hakuna Matata. J'avoue, j'ai rajouté le Hakuna Matata, mais s'il vous fallait encore comprendre l'omniprésence du sarcasme en Palestine, eh ben en voilà une preuve supplémentaire. Comment tu vas ? Ici, c'est une question aussi banale que dénuée de sens, parce que comment ça pourrait aller ? Alors à question bête, réponse sarcastique. Bref, Tarek, c'est un gars qui a l'air un peu sérieux au premier abord, mais qui se prend autant au sérieux qu'il ne fait de blagues. بشتغل سكرورتي Et moi qui ai toujours pris le temps de prévenir à chaque fois que je sortais mon micro, cette fois, je ne lui demande pas. Je lui explique simplement que je veux encore capter quelques ambiances avant de repartir. Ah bah tiens, un peu comme ces babillements d'enfants. Ah oui, les klaxons des voitures aussi. Et puis les oiseaux. Les discussions, l'appel à la prière de la mosquée, les cloches de l'église. Tarek hausse les épaules et me dit مش عارف C'est son mot préféré pour dire oui, fais comme tu veux. En réalité, je m'en doutais. Tarek a suivi toutes les étapes du podcast. Il m'a même aidé à enregistrer en fait. I wanna hear your beautiful voice. Et puis, il me demande si j'ai pu faire tout ce que je voulais. Je prends une seconde pour réfléchir. En fait, il y a une chose qui me trotte dans la tête depuis quelque temps. Vous vous souvenez ? En fait, je vous avais laissé avec cette question dans l'épisode précédent. Je vous la repasse. Comment ils font les Palestiniens et les Palestiniennes pour endurer tout ça ? Parce que si vous vous souvenez bien, on a rencontré des Palestiniens et Palestiniennes qui nous expliquaient la manière dont l'occupation israélienne se manifeste et surtout comme tous les aspects de la vie sont concernés. Dans l'épisode 1, on avait retrouvé Dia dans un café parisien où il nous expliquait qu'en tant que Palestinien, il ne peut pas aller en Palestine. Et j'ai été refusé 3 fois. Dans l'épisode 2, Issam, le chauffeur de taxi, nous avait emmenés à Ramallah et nous avait montré la complexité des routes en Cisjordanie It's circles. à cause du mur You will see the wall on the both sides now. Because of the wall, we have to make a tour to reach the other side. et des barrages militaires israéliens. It's a whole process of going through checkpoints and getting questioned by military and crowdedness at the checkpoints and everything. Ça, c'était Samy, le prof clope au bec sur son balcon d'où il nous racontait comment la Cisjordanie était une grande prison à ciel ouvert.
Et dans l'épisode 4, il nous avait expliqué la violence des colons israéliens qui vivent illégalement en Cisjordanie. So the settlers today in the West Bank, they walk around with guns, they threaten people, they constantly harass Palestinian people, firing at Palestinian houses or burning Palestinian farms. And they are ready to destroy, kill, murder. Dans le 5e épisode, avec Gérias, on avait fait un tour de Ramallah où un marché central venait de se faire brûler. La semaine dernière, le souk était brûlé par les soldats israéliens. Et une maison bombardée. Et maintenant, on va voir la maison qui était détruite par les soldats israéliens ici. Dans l'épisode 6, on avait rendu visite à Abu Ammar dans un camp de réfugiés, lesquels sont régulièrement visés par l'armée israélienne. So we live in this prison, and this prison sometimes makes you feel that you have no life. Dans le 7e épisode, on était allé prendre une citronnade avec Juliette, qui nous expliquait comment l'occupation israélienne s'immisçait même jusque dans l'intimité d'un couple. Moi qui viens en Palestine 2 ans, j'ai plus de droits que lui, qui vit pourtant dans son propre pays. Et dans le 8e épisode, on avait suivi Lina, dans la ferme agricole où elle travaille, et on avait vu le mur. It can break apart in any time. It's really fragile. Les colons. People living in every block, families. It's weird, seeing all that and people moving there and we're moving here. Et aussi comment l'occupation israélienne s'approprie les ressources en eau en Cisjordanie. So what Israel does is they extract that water and then they sell it to us. And we have no other choice but to buy it, because where else we get the water from? Et ça, ce sont les sujets qu'on a pu prendre le temps d'aborder. Évidemment, il y en a d'autres. Même des choses qui peuvent paraître futiles au premier abord. Je me souviens de ce que Samy m'avait dit. Seeing it on the boxes of vegetables in the market. Seeing it on t-shirts. On billboards traveling between Ramallah and Nablus or any other cities. You see billboards about Israeli election. Bro, it's elections we cannot even vote for. When I turn on my FM radio, the very fact that I cannot fly from my homeland. There is no airport. Our airports have been either destroyed or turned into Israeli airports. For me, this is a reminder that the occupation is here. The occupation is present. There's not one moment, honestly, that where you don't feel something bitter. Even if you're having fun, even if you're enjoying, even if you're... on a daily basis, the occupation bites chunks of your day, of your time, of your thinking, by just existing, by just being present. This mental load that it has on you on a daily basis, it's extremely heavy. It's like a dark cloud that is constantly floating over you and following you everywhere. This is not a happy thought, and this is not a reasonable reality to exist in. C'est dur de se projeter dans cette réalité si éloignée de la nôtre, n'est-ce pas? Alors la question n'en est que plus légitime. Comment on tient dans des conditions pareilles? Eh bien maintenant que Tarek me demande si j'ai bien tout ce qu'il me faut et que je me repasse en mémoire tous les témoignages qu'on a eus dans ce podcast, je ne peux que me souvenir des réponses que j'ai eues. À commencer par celle de Wissam. Wissam, c'était l'amoureux de Juliette dans l'épisode 7. It's our everyday life. It doesn't affect us that easily. We've been accustomed to having almost no privilege of any kind, where it becomes our normal life. I feel like as Palestinians, we have grown thick skin. Avoir la peau dure. D'aucuns répondront que les Palestiniens et Palestiniennes sont résilients. C'est le mot à la mode depuis quelques années. Dans la culture palestinienne, et pas seulement, il existe un concept central, celui de... Soumoud. Vous vous en doutez, c'est un mot en arabe. La particularité de ce mot, c'est qu'il est très difficile de le traduire. Alors quand je pose la question à Tarek de sa signification... I wish that this interview was in Arabic. Pas facile. Et pourtant Tarek parle très bien anglais. Alors pour m'expliquer le concept de Soumoud, il a senti qu'il lui fallait en revenir à sa langue natale. Si tu me demandes quelle est la différence entre... Enfin, pas la différence, mais plutôt ce que signifie Soumoud et ce que signifie Ribat, on pourrait dire que Ribat a une connotation plus religieuse et un engagement plus fort. Pour moi, le Ribat est un devoir, le devoir de rester attaché, de tenir une position. Même dans des moments où on a l'opportunité de partir du pays, vivre ailleurs, s'expatrier. Peut-être que le Soumoud t'empêche de partir, mais pour moi le Ribat est encore plus fort que ça. Comparer les concepts de Soumoud et Ribat, c'était aussi revenu dans l'explication de Samy,
qui, pour m'expliquer le concept de Sumud, est d'abord revenu sur celui de Ribat. Ribat is basically the act of holding your ground. You're preventing losing the territory. You're preventing having your nation, well, in the case of Palestine, deleted away, removed, vanishing into oblivion. Our existence here today in Palestine, and the fact that we're not leaving and escaping it, it's because this is all part of Ribat. Ribat is when you refuse to leave your ground. It's when you hold your place and you don't just give up to the enemy, to the aggressor. Staying there is called Ribat. Sumud is Ribat. Sumud is steadfastness. It's to be resilient to all the horrible conditions that surround you. To remain steadfast in your land. It is Sumud if you continue to do what you want to do despite all the difficulties. To create everything out of nothing. Donc, rester, c'est Ribat. Continuer à vivre, c'est Sumud. Trying to have a normal life when everything around you is trying consciously to prevent you from having a normal life. Because the goal of occupation is creating something we call a coercive environment, which means that they want to create an environment where living becomes so difficult, it becomes so unlivable that you by choice decide to leave. Trying to live a normal life is basically resisting this notion of, okay, I understand you're trying to make my life difficult, fine. So maybe I'm accepting things other people will not accept, but I'm happy with it, like sincerely happy with my life. And this is the real definition of Sumud. Sumud is being able to be happy in your life while knowing at the same time that everything around you is trying to force you to be unhappy and uncomfortable. This is Sumud to me. Mais je me souviens que quand j'avais posé la même question à Abu Ammar, mon ami qu'on avait rencontré dans le camp de réfugiés de Jalazoun, je me rappelle que quelque chose s'était allumé en lui. It's like to be patient for something that will happen later. And you hope. Always you feed yourself with hope. And be patient and to survive all of this situation. To stay like a tree in this land. To hold in strong way your right. And you know and you believe this is the right thing. And you keep holding it. Sumud, comme la patience, l'espoir, l'attachement puissant à ce en quoi on croit. Je ne sais pas vous, mais moi je ressens la frustration de Abu Ammar quand il cherche ces mots. Alors, il en vient à autre chose que sa langue natale. Lui, il invoque un écrivain palestinien. Ghassan Kanafani said that we will stay solidin like trees with its roots in the ground. Les mots que choisit Abu Ammar ne le sont pas au hasard. Cette idée de rester enraciné est centrale dans la culture palestinienne, comme ce à quoi ça fait référence, l'olivier. Des arbres endémiques qui sont parfois centenaires, qui étaient là avant nous, les humains, qui resteront après nous et dont les branches représentent la paix, même chez nous en France. L'image de l'olivier revient sans cesse dans la poésie palestinienne, riche et centrale, comme dans ce poème du célèbre poète Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish est l'un de ces rares poètes à avoir été connu de son vivant. Je crois que ça tient surtout à un talent de mettre en mots des sentiments profonds et communs à tout le peuple palestinien, toutes générations confondues. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد الصيف فهل تغضب؟ سجل Inscrit. أنا عربي Je suis arabe. اسم بلا لقب Mon prénom est commun. صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب Je suis patient dans un pays bouillonnant de colère. جذوري قبل ميلاد الزمان رست Mes racines, fixées avant la naissance du temps, وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب avant l'éclosion des siècles, avant les cyprès et les oliviers. Rester enraciné comme les oliviers centenaires, comme une manière de tenir, quoi qu'il en coûte. C'est ce que m'avait expliqué Dia, qu'on avait rencontré dans un café parisien dans le tout premier épisode. Sumud, ça veut dire on n'accepte pas, même si on va mourir. On va garder cette résistance jusqu'à mourir. Et l'idée de ne jamais abandonner, Lina aussi en avait parlé. Elle avait plus spécifiquement parlé de cette force intérieure qu'elle essayait de cultiver au sens figuré comme au sens littéral, puisqu'elle est agricultrice. C'est ce qu'elle essayait de m'expliquer avec ses mots à elle. Like it's much bigger than just the actual like labor and the work.
Et je pense aussi que les choses qu'on fait au quotidien, c'est aussi de la résistance. Ce n'est pas conditionné au fait qu'elles soient armées. Ou alors, comme si j'essayais d'écrire quelque chose pour expliquer aux gens. Non, c'est en interne. C'est de la résistance avec toi-même. Tu fais comme ça, tu vois des trucs et tu te connais toi-même. Donc en fait, Soumoud, ce que j'en comprends, c'est que c'est un savant mélange de persévérance, de résilience et de résistance. Des mots nobles qui résonnent forcément en chacun et chacune d'entre nous, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'admire cette capacité à endurer sans jamais abandonner. Même les Palestiniens s'admirent parfois entre eux, comme me l'avait expliqué Sami. And this is someone from the West Bank. Now, if even before October 7, you talk to anyone from Gaza, they will have a similar attitude to what I'm telling you now. Even though their situation and the complexity of it is way, 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 way worse, I personally cannot imagine living that life. I cannot imagine living for 20 years locked up in the in Gaza. That is like, it's the fraction of the size of the West Bank. Gaza is super small, and it's 2 million people living there, and locked for 20 years. Bombarded every couple of years. The Israelis drop tons of bombs on Gazans, killing them in their sleep, killing entire families, children, women, sick people, complete siege for such a prolonged time. But still, people in Gaza, they still try to find a way to smile, to live, to make the best out of whatever territory they are locked inside. If you are in a prison for a very long time, you're going to try to make your cell look a little nicer, because you need this positivity in your life, something to give you a reason to wake up the next day. So, because it has been going on for many generations, and we've been living the same reality, only getting worse every time, we need to cope. It's been going on for so long that we cannot prevent ourselves from having good times. In fact, if we want to survive, we need to look for good times. We need to create some good times. We need to be able to share times with friends, go grab a drink, go do a hike, go camp somewhere. We need to pretend that things are okay even though they're not. I've seen videos of kids in Gaza using electric cables, like the ones used to transmit high voltage electricity, as a zipline or as a swing as well. On pourrait aussi dire la même chose des habitants en Cisjordanie, à Djenin, à Tulkarem, dans la vallée du Jourdain, dans les villages encerclés par les colonies. Tous les Palestiniens et Palestiniennes ont l'air d'avoir en eux cette force, Soumoud, pour pouvoir continuer à vivre en dépit de tout. Et alors que je vous dis ça, toute mon admiration et à quel point je trouve ça inspirant, je trouve que quelque chose cloche. C'est Sami qui met le doigt dessus. Wood has been romanticized by people, especially people from abroad. Whenever they will see like something horrible happening in Palestine, they'll be like, "Oh, the resilient Palestinian people, the blah blah blah, people who are, oh, it's their fate." Samud is not a choice; it's a desperate measure because you have nothing else. People wouldn't want to do Samud. They rather not to be put in the situation where they even need to have Samud. Rather live a normal, boring life. En somme, Soumoud, c'est une mesure par défaut. On est résilient parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et puis surtout, Sami insiste sur un autre point. It kind of reduces us to that this is what we are. People who are being steadfast, resilient, but they're meant to die. It reduces us away from the fact that we're people after all, societies, families, ambitions, life goals, mistakes, plans, like just people who want to live their life. They don't want to be in the Samud mode. They graduate, they get married, they have a job, they bring kids to life, they raise them, they grow old, they die. I think this is the life many people here crave. They want to have this normal life. Donc résilient certes, mais pas au point de vouloir être réduit au statut de chair à canon, ou réduit à cette résilience au point de ne pas mesurer l'ampleur d'un drame. Parce qu'on a beau être résilient, personne ne peut s'habituer au drame qu'implique une vie sous occupation. Mais alors, attention à ne pas non plus verser dans la pitié ou la victimisation. Ça, c'est ce que Tarek me fait comprendre avec un laconique.
So I want to tell people that we are good. We're good. On va bien. Comme une injonction à ce que nous ne nous apitoyons pas sur le sort des Palestiniens, dont Tarek se fait brièvement l'ambassadeur, en ajoutant que I just want to ask why there's a lot of countries have the right to defend, to resist, to fight, but Palestinians, they don't have the right to do this. We are under occupation. I will not wait for the French or the Germans to come and defend me. Et je me souviens aussi d'une phrase puissante que Wissam m'avait dite. Maybe we are under occupation, but we are free in our mind. Once our mind have become occupied, this is when we are really living under occupation. And as long as we are free in our mind and we live under this belief, then no occupation, no killing, nothing can succeed. Donc, si on résume, Soumoud, c'est un concept fort dans la culture palestinienne, qui ne se traduit pas exactement en français, mais qui pourrait s'apparenter à une combinaison entre de la résilience et de la détermination, avec une connexion très forte à la terre et le fait d'y être enraciné comme un olivier, au point d'être capable d'endurer le pire. Parce que le simple fait de rester vivre en Palestine, et surtout quand tout est fait pour vous rendre la vie insupportable, c'est déjà une forme de Soumoud. Comme la nécessité de rester libre en pensée, la liberté des esprits comme dernier rempart contre l'occupation. Mais gare à nous qui admirerions trop ce concept au point de le romantiser. Être Soumoud n'est un choix qu'à défaut de mieux pour des gens comme vous et moi qui ne demandent qu'à vivre librement les peines et les joies d'un quotidien banal. Gare à nous si admirer les Palestiniens pour leur résilience venait à justifier l'injustifiable en faisant de la chair à canon. Gare à nous enfin de ne pas non plus tomber dans la pitié que tous et toutes ici exècrent. Et puis alors qu'on continue de papoter avec Tarek, j'entends une voiture s'approcher de près. De très très près. Et d'un coup, le taxi est là. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai tellement été embarquée dans mes souvenirs et la conversation avec Tarek que j'en avais presque oublié le taxi. Enfin, surtout ce qu'il représente. Le départ. Notre conversation est donc interrompue et je crois qu'on a tous les deux le sentiment qu'on aurait encore beaucoup de choses à se dire. Tellement de choses à se dire. Mais pour l'heure, on charge mes bagages dans le coffre du taxi et je dis au revoir à Tarek. Mais rapidement, hein. Un peu comme pour rester ensemble dans l'illusion que je repasserai demain, à l'improviste, comme j'ai l'habitude de le faire. Que ce ne sont pas des au revoir sans qu'on sache vraiment quand on se reverra. Je ne réalise toujours pas comme le temps a passé. J'ai vécu 2 ans ici, et je pars comme je suis venue. Enfin non, en fait. Loin de là. Je repars bien en taxi, mais loin d'être la même que celle qui est arrivée 2 ans plus tôt. Ce podcast en est une des raisons. Il m'a donné l'occasion de poser des questions aussi indiscrètes qu'essentielles. Il m'a permis d'avoir des discussions que la pudeur et le respect pourraient prendre pour de la curiosité mal placée. Je repars avec l'impression d'avoir tissé des liens encore plus forts avec celles et ceux que j'aime ici. Avec l'impression d'avoir encore tellement à apprendre qu'il est trop tôt pour repartir. Même après 9 épisodes de podcast sur la Cisjordanie, j'ai le sentiment qu'on n'a pas tout dit, que ce n'est pas terminé, qu'il faut continuer à parler de ce qu'il s'y passe là-bas et dans le reste de la Palestine. Encore en ce moment. Surtout en ce moment où la situation ne cesse de se dégrader en dépit du cessez-le-feu conclu le 19 janvier dernier. Mais pour l'heure, il est temps pour moi de rentrer en France. Ben oui, je vous l'avais dit, j'étais venue pour faire mes cartons, vendre ma voiture et dire au revoir à mes amis. Quitter la vie que j'ai construite ici. Tout est passé très vite, comme on dit. Pour celles et ceux qui ont eu le privilège de voyager, vous avez peut-être déjà ressenti ça, le sentiment que le temps passe à une vitesse différente. De tous les endroits que j'ai pu voir dans ma vie, je n'ai jamais senti le temps s'écouler comme ici, en Palestine. Je me suis souvent posé la question sans jamais trouver de réponse. Je n'arrive pas à savoir à quoi ça tient, mais je vous assure que c'est spécial. Bref, je commence à divaguer parce que mes yeux sont rivés sur les paysages de collines qui défilent depuis le taxi qui m'emmène vers l'aéroport de Tel Aviv pour repartir comme je suis arrivée, ou presque. Comme à l'aller, la beauté des paysages est inévitablement interrompue par un barrage militaire israélien. Puis un deuxième. On arrive à l'aéroport, et puis je me retrouve à nouveau à devoir répondre aux questions d'un agent israélien, en face duquel je dois nier tous mes liens avec la Palestine et les Palestiniens. La force et la profondeur de ces liens rend l'exercice encore plus rude au retour qu'à l'aller, après tout le temps passé ici, avec eux. Comme une impression de les trahir. Mais l'agent finit par me rendre mon passeport et me souhaiter un bon voyage. Quelle drôle de formule quand on y pense. En partant, je laisse un petit bout de mon cœur. Malgré moi, il a un peu pris racine ici. Un petit bout de cœur planté dans les terres palestiniennes. Qui sait, peut-être qu'il se transformera un jour en olivier. Je suis triste, mais dans ces moments-là, mon soumoud à moi, c'est de me raccrocher à toute la joie que j'ai emmagasinée ici.
par-delà cette occupation. Je ne l'efface pas. Comment je pourrais ? Vous avez bien vu qu'elle est partout. Alors je prends toute cette joie, je la mélange avec la rage de voir ces injustices. J'y ajoute un brin de détermination à faire bouger les choses. Non, pas un brin en fait. Un bouquet entier et coloré. Plein des feuilles de l'olivier que j'ai planté. Et c'est reparti. Yallah, on rentre. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 9e et dernier épisode du podcast. Dernier remerciement pour l'occasion, à commencer par vous, toutes celles et ceux qui ont écouté épisode après épisode et qui nous soutiennent par des jolis mots, des commentaires, des partages, des repartages, des réflexions, des impressions. J'espère qu'on a réussi à vous embarquer dans ce voyage pour donner la parole aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Réussi à vous montrer la Palestine autrement que par des chiffres et des images glaçantes. Réussi enfin à expliquer un contexte de manière accessible mais pas simpliste. Et si c'est le cas, j'espère que vous partagerez ce podcast tout autour de vous pour continuer à laisser les Palestiniens et Palestiniennes parler de leur réalité. Shukran jazilan. Et shukran aussi pour cet épisode à Tarek pour toutes nos discussions, Faten pour la déclamation du poème de Mahmoud Darwish, Karim Eranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lisse pour le joli visuel, et comme toujours Mewen, le co-créateur de ce podcast. Mewen à qui j'aimerais adresser un remerciement tout particulier. Mewen n'a pas seulement eu l'idée de ce podcast, il est aussi venu avec moi en Palestine pour comprendre, écouter et amener un regard extérieur qui était absolument nécessaire. Il a participé à toutes les étapes de production, y compris les questionnements, les doutes, les joies, et je suis vraiment fière qu'on ait réussi à mener ce projet jusqu'au bout. Hein, Mewen. Là, c'est le moment où tout le monde passe à autre chose, mais moi je ne peux pas ne pas remercier toutes celles et ceux qui ont virevolté tout autour de ce podcast pour le faire exister. Celles et ceux qui m'ont fait confiance pour apporter leur parole en France déjà. Dia, Issam, Sami, Jériès, Abou Ammar, Juliette, Wissam, Lina et Tarek. Pour le doublage aussi. Olwen, Jeanne, Yanis et Bastien. Pour le soutien et les feedbacks ultra utiles et constructifs, c'est une grande joie d'être ton amie, Cécile. Toutes celles et ceux qui ont écouté fidèlement, conseillé un peu, beaucoup. Léa, Marine, Clara, Franck, Mathilde, Elias et j'en passe parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Merci au Palestine Music Space, à Ramallah dont vous avez entendu les improvisations hebdomadaires dans cet épisode et pour nous avoir mis à disposition leur studio à Ramallah. Merci aussi à Massalia Vox à Marseille de nous avoir mis à disposition leur matériel et d'avoir pu collaborer avec leur super équipe, notamment sur une super séance d'écoute du podcast. Un hommage spécial à Marine Vlaovic aussi, dont le podcast Carnet de correspondante et le travail qui lui survit aujourd'hui nous ont beaucoup inspirés. Et c'est un peu cliché, mais j'aimerais aussi remercier ma famille parce que je sais ce qu'il vous en coûte, que j'ai laissé un bout de mon cœur en Palestine. Alors à vous tous et toutes, shukran jazilan.